Marche ou crève est le premier roman que Stephen King a réussi à terminer. Il avait 19 ans, c'était en 1967, mais le livre n'a été publié que 13 ans plus tard, en 1979, sous un pseudonyme. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'en 2025 qu'arrive l'adaptation de ce qui est souvent considéré comme le plus pessimiste de tous les livres de King. Est-ce que ça vaut le déplacement en salle de cinéma? Et quel est le propos de fond du film? On en parle tout de suite, d'abord sans spoiler bien sûr. Marche ou crève s'inscrit dans une version dystopique des États-Unis suite à une guerre qui a fait perdre à la nation sa place de première puissance mondiale. L'économie est en berne, les gens souffrent, et un régime politique fasciste contrôle les sujets dont les citoyens sont autorisés à parler, et ce même en famille. Chaque année, 50 jeunes hommes contre 100 adolescents dans le livre participent par tirage au sort à la longue marche. Seul le dernier marcheur restant remporte le prix, à savoir une énorme somme d'argent et un vœu à exaucer. Tous les autres participants sont exécutés au fur et à mesure qu'ils échouent à tenir le rythme de 3 miles par heure, soit un peu moins de 5 km/h, contre 6,4 dans le livre, ce qui est déjà nettement plus dur. Le concept de base est aussi simple que génial, c'est toutefois un défi de cinéma à relever pour échapper à la monotonie d'une marche interminable qui tire l'essentiel de son intérêt des personnalités et interactions des marcheurs, même si les morts qui jalonnent les kilomètres sont autant de cartes spéciales pour ce jeu des 1000 bornes des plus morbides. C'est Francis Lawrence qui réalise, sachant qu'il est notamment connu pour I Am Legend et la plupart des films Hunger Games. Le résultat est un film qui ne lâche pas le spectateur de bout en bout, du moins ce fut le cas pour moi, et s'il y parvient, c'est d'abord et avant tout grâce au concept en lui-même absolument impitoyable et aux interprètes qui lui apportent tant de véracité. Les deux rôles principaux sont tenus par Cooper Alexander Hoffman et David Johnson. Je sais que l'époque est à la remise en cause des Nepo Babies, ces filles et fils d'eux, sans doute parce que cela vient souligner de sacrées inégalités de départ qu'on trouve dans tout le reste de la société au final. Mais bon sang, le fils de Philip Seymour Hoffman fait honneur à son père. Il n'a que 22 ans et après l'avoir découvert dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, je le retrouve ici avec cette capacité à l'authenticité dans ce rôle d'un jeune monsieur tout-le-monde qui se retrouve projeté dans un contexte totalement hors norme et horrible, tout en ayant une motivation en tête, ce en quoi le film diverge du livre. Quant à David Johnson, il confirme plus que jamais son talent suite à sa prestation de synthétique ultra attachant dans Alien Romulus. Il a 10 ans de plus que Cooper Alexander Hoffman, mais la différence ne choque pas du tout dans le film, et surtout David Johnson parvient à exprimer la personnalité affirmée et souvent solaire de son personnage Peter McVrice. Pour le reste, la distribution est souvent bonne ou au moins correcte, même si on ne peut qu'être un peu déçu de voir Mark Hamill cantonné à un rôle aussi limité et caricatural que celui du commandant, une figure d'autorité qui plane sur la marche, mais aussi apparemment sur le pays. Si je ne me trompe pas, le livre ne dit quasiment rien de ce personnage et le film n'en ajoute pas davantage, ce qui nous laisse avec une coquille vide, qui est en partie voulue sans doute, j'en conviens, car le film ne parle pas de ce commandant, il n'est qu'une incarnation de la dérive fasciste du pays, mais bon, on sait depuis Batman, la série animée, que Mark Hamill peut incarner un sacré méchant avec son Joker bien sûr. De ce fait, ici on sent un potentiel gâché. Outre le commandant, on peut regretter un développement un peu trop superficiel ou succinct des autres participants en dehors des deux personnages principaux, un défaut qui participe à une certaine prévisibilité, tout en réduisant sans doute un peu l'impact de certaines morts pour des personnages qu'on a tout juste appris à connaître et pas la possibilité de pleinement apprécier. À la décharge du film, toutefois, il faut reconnaître que cette expérience de perdre des amis qu'on vient à peine de se faire, de rencontrer, et qu'on manque déjà de temps pour pleurer, correspond très exactement à celle des participants. De ce fait, la frustration de ne pas mieux connaître tel ou tel marcheur appelé à se faire exécuter participe à asséner le message. Dans les inspirations de Marche ou crève, on trouve à la fois 1984 de Orwell et Sa Majesté des Mouches de Golding, mais aussi les jeux télévisés américains de l'époque, et bien entendu la guerre du Vietnam. On pourrait penser au tirage au sort télévisé des années de naissance des conscrits qui y partiraient en premier comme inspiration essentielle, mais en réalité ces tirages au sort, qui ont bel et bien existé, ont commencé en 1969 aux États-Unis, et je vous rappelle que le livre a été écrit en 66 et 67. À sa manière, le livre s'est donc révélé incroyablement prémonitoire pour dénoncer l'absurdité d'envoyer deux jeunes hommes se faire tuer pour rien dans cette grande folie qu'est la guerre, et dont l'humanité a des secrets. À cet égard, j'ai trouvé la violence parfaitement dosée et montrée comme elle le devait dans le film. Elle est faite uniquement pour souligner l'horreur de ce qui se passe, sans détourner les yeux ni toutefois en faire trop. On a des scènes dures donc, mais qui évitent l'effet de fascination morbide ou au contraire une esthétisation qui viendrait désensibiliser le spectateur, tout comme les marcheurs qui craignent de s'habituer à la mort inéluctable de tous
sauf pour le vainqueur. L'association d'idées est presque automatique pour moi avec Une bataille après l'autre, un film auquel j'ai déjà consacré une vidéo sur la chaîne, et qui joue notamment avec le thème de la révolution ne sera pas télévisée. Effectivement, ici, dans Marche ou crève, c'est toute la déroute morale de cette Amérique et la propagande entourant la marche qui sont filmées, soit précisément l'inverse de la révolution. Et sur les bas-côtés de cette route, le long de cette marche inexorable et épuisante, on aura différents tableaux qui viennent dépeindre une Amérique laissée à elle-même, en désuétude, à moitié fascinée, à moitié dépitée, face au spectacle de la marche. Quant à l'essence de cette marche elle-même, on retrouve dans cette mise en scène du mérite individuel et de la virilité fasciste via le dépassement de soi, tout le salmigondis de discours de la réussite et de la sacro-sainte compétition permanente qui restent des mythes très vivaces dans la réalité des États-Unis. Seulement voilà, dans l'épreuve, comme dans celle de la guerre du Vietnam par exemple, des jeunes gens de milieux différents, d'origines différentes sont amenés à se rencontrer et à nouer des liens de camaraderie qui prennent rapidement le dessus sur tout le reste. Et c'est sans doute là ce que le film parvient le mieux à accomplir, donner vie et crédit à cette capacité de créer des moments d'amitié, y compris dans un contexte de danger et d'épuisement absolu. On peut y voir le plus beau témoignage de la résilience humaine et de capacité à nouer des liens, îlot de lumière dans un océan de désespoir et surtout de mort dénuée de sens. Pour que de telles vidéos consacrées à des films d'ambition moyenne puissent continuer d'exister sur la chaîne, eh bien cette chaîne a forcément besoin de vous, même si l'algorithme et la curiosité intellectuelle moyenne de l'utilisateur YouTube restent les maîtres de sa destinée. Après avoir posé votre pouce, votre commentaire, je vous invite à poursuivre dans la partie spoiler si vous avez vu le film ou ne craignez pas quelques révélations, notamment sur la fin du film. En effet, maintenant que nous sommes dans la partie spoiler, je le rappelle pour les quelques distraits, on peut relever les différences non négligeables avec le livre et le message qu'il faut éventuellement en retirer. Le film a gommé un peu de la noirceur du livre. La personnalité de Peter est bien plus ouverte et positive dans le film que dans le livre par exemple, puisque dans le livre il reconnaissait notamment être coupable d'une agression sexuelle qui est à l'origine de sa cicatrice que sa petite amie lui a faite. Je l'ai dit au début, mais il faut souligner que les participants sont des adolescents de 16 ans ou moins dans le livre, alors qu'ils sont supposés avoir au moins 18 ans dans le film, ce qui change aussi l'ambiance, même si le premier à tomber dans le film reste un mineur, Curly, qui souffre de crampes. Ray Garratti, le personnage principal, n'a aucune motivation claire de rejoindre la marche dans le livre, c'est une sorte de pulsion nihiliste. Dans le film, il révèle son intention de se venger du commandant, ce qui vient directement impacter la fin. Dans le livre, c'est Ray Garratti qui est le dernier debout. Toutefois, il semble avoir perdu la raison et continue de marcher en suivant une forme sombre, indistincte. Dans le film, c'est donc Ray qui sauve enfin Peter, une première fois j'ai envie de dire, puis se laisse distancer pour qu'il gagne, le sauvant en quelque sorte une deuxième fois. Peter abandonne sans doute son projet de faire le bien et se fait un devoir d'abattre le commandant pour honorer la mémoire de Ray. C'est comme ça du moins qu'on peut le comprendre. Quand Peter part dans la nuit, on ignore totalement quel sera son destin, même si on suppose qu'il sera emprisonné et sans doute exécuté. Les conséquences de son acte restent incertaines. A-t-il sacrifié sa promesse de toujours aller vers la lumière, ce qui est symbolisé par son départ dans la nuit? Sans doute. Mais alors en faisant ce choix, s'est-il perdu? Est-ce que l'expérience atroce a finalement eu raison de sa volonté de faire le bien? Ou paradoxalement, en embrassant le projet meurtrier de Ray, a-t-il lancé une prise de conscience et une révolte, voire un renversement de ce régime? Je suppose qu'on peut y voir potentiellement le message que lorsqu'un homme bon est poussé trop loin et qu'il est confronté au pire, il doit finir par accepter, envers et contre tout, à contre-cœur, de saisir le fusil. Toutefois, cela ne diminue en rien l'impact sur cet homme de la décision de donner la mort, et il sacrifie une lumière particulièrement précieuse. Une fin ouverte donc qui permet la réflexion mais sans provoquer de frustration particulière, du moins dans mon cas, un peu moins nihiliste et un peu plus scénarisé que le livre en quelque sorte, peut-être dans une tentative d'en tirer un peu plus de sens, contrairement au constat de l'absence totale de signification derrière bien des morts violentes. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Bien sûr, dites-moi ça en commentaire et on se retrouve vendredi pour le sujet libre, et pas impossible qu'on fasse un détour par les hautes terres d'Écosse, mais on verra bien. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!